Alors, pour qu'un État national existe, qu'est-ce qu'il faut? Et qu'est-ce qui se produit d'ailleurs? On l'a vu, les exemples récents que je présentais, lorsque vous avez de nouveaux États qui sont apparus, qu'est-ce qu'ils sont empressés de faire? Ils sont empressés de se donner un drapeau. Le drapeau, c'est le symbole national. Ils se sont empressés, bien sûr, de bien contrôler et de délimiter leur territoire. Une nation en tant qu'État-nation n'existe pas sans territoire. Et qu'est-ce que ça veut dire un territoire? Ça veut dire des frontières. Et qu'est-ce que ça veut dire des frontières? Eh bien, ça veut dire un dedans et un dehors. J'y reviendrai tout à l'heure, parce que toute la question de l'immigration découle de là, évidemment. Hein. Donc vous avez également la souveraineté nationale. La souveraineté, ça veut dire que c'est le peuple de cette nation qui adopte ses propres lois. Je vous renvoie à Jean-Jacques Rousseau, le contrat social. Hein, la citoyenneté est définie comme la capacité pour les citoyens de se doter de leurs propres lois, des lois auxquelles eux-mêmes obéissent. Hein, il y a ce double lien, fabriquer des lois et obéir aux lois qu'on a fabriquées. Donc ça, c'est la souveraineté. Un pouvoir souverain nécessite une force armée et une police pour faire respecter la loi. Donc, dès qu'un État national émerge, il se dote d'une armée. Et donc, vous voyez, potentiellement, eh bien, quand vous avez une armée, c'est une capacité aussi à faire la guerre, ou en tout cas de vous défendre contre ceux qui voudraient vous conquérir. Pendant longtemps, aujourd'hui c'est moins vrai, mais la souveraineté nationale, la nation, c'était la monnaie. Avoir une monnaie. C'est pour ça que l'euro a été, de ce point de vue-là, un changement considérable, puisqu'avant, les gens s'identifiaient beaucoup à leur monnaie. On disait le franc. Le franc, c'était bien une sorte d'équivalent du français. Hein. Donc la monnaie a été aussi un élément, et reste encore aujourd'hui dans beaucoup de pays. Regardez par exemple, justement, au Royaume-Uni, qui n'a pas voulu adopter l'euro en raison du poids symbolique que conserve la livre sterling. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons. Donc la monnaie est un symbole aussi de la nation en tant qu'État national. Je vous disais tout à l'heure, je vous parlais des lois. Eh bien évidemment, la question de la loi est extrêmement importante parce que tous les individus qui vivent sur le territoire d'un État national doivent respecter les lois de cet État. Et ce qui s'est produit à la fin du XIXe siècle en France, c'est l'émergence des premières lois sur la nationalité française. Alors, la loi sur la nationalité, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. J'ai beaucoup travaillé là-dessus et je dis souvent, sous forme de boutade, un petit peu en exagérant les choses pour les faire comprendre, que 1889, c'est plus important que 1789. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1889? Eh bien, c'est justement la première véritable loi sur la nationalité française. C'est seulement depuis 1889 que l'on sait exactement, précisément, pour tous les habitants du pays, qui est français, qui n'est pas français. Jusque-là, je dirais que on savait dans les élites, dans le milieu des élites, qui étaient français, qui ne l'étaient pas, mais dans les classes populaires, l'appartenance nationale n'était pas un problème majeur. Et le droit, jusqu'en 1889, permettait aux enfants d'étrangers, quand ils arrivaient à l'âge adulte, de récuser la nationalité française. Donc il y avait, notamment dans le nord et dans le sud-est de la France, dans les régions frontières où il y avait beaucoup d'étrangers, ou de Français d'origine étrangère, eh bien à chaque fois qu'ils arrivaient à l'âge adulte, ils disaient ben, « moi je ne suis pas français, je suis belge, italien, etc. etc. » Et pour tout le reste, ils vivaient exactement comme leurs copains du village ou de la commune, mais ils refusaient la qualité de français. Pour quelle raison? Eh bien parce que ça leur permettait de ne pas faire le service militaire, à une époque où parfois le service militaire pouvait durer 5 voire 7 ans, etc. Donc il y a eu comme ça, il y avait comme ça des espèces de communautés de gens, vous voyez, qui étaient français
par le mode de vie, etc., mais pas sur le plan juridique, qui perduraient, qui se reproduisaient de génération en génération. Et le gouvernement français a voulu supprimer ces communautés-là en 1889 avec cette loi sur la nationalité française, qui est encore celle qui nous gouverne aujourd'hui, même s'il y a eu des petits changements, qui est une loi qui combine ce qu'on appelle le ius sanguinis et le ius soli. Bon, c'est des mots latins qui sont dans le droit. On pourrait dire le droit du sang et le droit du sol. Bon, ça, c'est pareil, il faudrait très longtemps pour détailler tout ça. Je pourrais le faire tout à l'heure. Mais en gros, dans l'exemple français, eh bien, on est français si on a des parents qui sont eux-mêmes français, ou alors si on a des parents étrangers, mais qu'on est né en France, on devient français à sa majorité. Et l'une des règles du droit de la nationalité, c'est ce qu'on appelle le double ius soli, c'est-à-dire si vous êtes né en France de parents eux-mêmes nés en France, vous êtes automatiquement français à la naissance. Vous n'avez plus le droit de choisir. Alors que jusqu'en 1889, on pouvait choisir. Et cette loi, vous voyez, nous fait basculer dans un nouveau monde. Moi, c'est ce que j'ai appelé la nationalisation de la société française. Désormais, le monde entier va être composé d'États-nations. Et il va y avoir des affrontements entre les pays d'émigration et les pays d'immigration qui vont chercher les uns et les autres à s'annexer des populations. Et lorsque la France va dire, eh bien, si vous êtes né en France, de parents étrangers qui sont eux-mêmes nés en France, vous êtes automatiquement français, ça va mécontenter très fortement les Italiens et les Allemands, qui eux étaient des États d'émigration et qui considéraient que les gens qui travaillaient en France étaient toujours allemands, étaient toujours italiens, et c'est comme si la France leur avait pris, si vous voulez, leur population. Donc ça va générer des droits de la nationalité en Allemagne et en Italie qui vont mettre l'accent sur le droit du sang en disant ben, même si vous avez émigré dans un autre pays, eh bien vous restez par exemple allemand, même à la 4e, à la 5e génération. Et on a eu des phénomènes comme ça encore récemment en Allemagne où vous aviez des Allemands dont les ancêtres avaient émigré il y a 3, 4 générations et qui revenaient en disant mais attention, mais nous on est allemands parce que notre arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père était allemand, donc on est allemand. Et à l'inverse, en Allemagne, c'est le problème du droit du sang, c'est que vous aviez des petits-enfants d'immigrants turcs hein, qui n'étaient jamais retournés en Turquie, qui ne parlaient plus le turc, etc. Mais en vertu du droit du sang, on leur disait ben, vous êtes toujours turc. Bon, les Allemands ont modifié un peu aussi leur droit de la nationalité, mais vous voyez comme quoi ces questions d'identité nationale, de nation, elles peuvent avoir des conséquences extrêmement importantes.